bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Encore merci pour les dons et les abonnements. Vraiment merci beaucoup. Ce soir nous allons reprendre la lecture Autre Monde. Oz. Chapitre 3. La voix des morts. Les longs marcheurs avaient découvert l'église par hasard en explorant les ruines d'une ancienne bourgade isolée à l'est d'Éden lors de la recherche de matériel encore utilisable, voire de quelques denrées. C'était un bâtiment assez étroit, mais avec un immense clocher entièrement recouvert de lierre et de mousse, colonisé de bas en haut par des ronces. Une procession s'en approchait, tandis que le ciel finissait d'étaler le vermillon du crépuscule entre les nuages. Une demi-douzaine de pans marchaient, une lanterne à la main, emmitouflés dans leurs capes, capuches rabattues sur leurs visages. Les deux premiers dégagèrent l'adzé à coups d'épée pour tailler un chemin au milieu des fougères et des épines qui repoussaient en quelques jours seulement. Puis, ils ouvrirent les portes. La capuche glissa du crâne rasé d'un des deux garçons. Floyd se tourna vers ses compagnons pour les faire entrer avant de refermer derrière eux. Je les nettoyais au mieux avec Tanya et Jen, dit-il, mais tout repousse tellement vite. Une partie des bancs seulement était accessible, sous la masse de végétation qui s'était emparée du lieu de culte. Mais l'autel et l'ensemble du chœur étaient épargnés. Les capes tombèrent les unes après les autres, et Ambre, Matt, Jen, Tanya et une adolescente au nom d'Ali se postèrent au fond de l'église. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, commença Ambre, je vous présente Ali. C'est elle qui sera en charge du projet Apollo quand nous serons partis. Ali acquiesça, un peu gênée. Elle avait presque 16 ans, était un peu ronde et ses cheveux châtains étaient coupés au carré. « Qui a choisi ce nom ?» demanda Matt. « C'est moi, » répondit Jen. « Apollo, en souvenir du voyage vers la Lune. C'est un peu ce que nous faisons ici depuis quelques semaines. Nous essayons de quitter la Terre pour explorer une autre planète, celle des morts. » Vous avez effectué beaucoup de tentatives. Pas tant que ça, intervient Tanya. En l'absence d'Ambre, nous avons préféré rester prudents. Et puis, ça ne marche pas à la demande. C'est très étrange. En fait, reprit Jen, c'est comme si l'église était branchée sur une prise mal enfoncée. Parfois, le courant passe pendant quelques minutes et parfois, il n'y a plus rien pendant des jours et des jours. Alors, pourquoi sommes-nous ici ce soir en particulier? La nuit, ça marche plus souvent, commença Jen. Et en présence d'Ambre
aussi, continua Tania. Ça fonctionne plus facilement. La présence du cœur de la Terre doit déclencher une réaction. Il faut que nous parvenions à comprendre que nous établissions un contact précis, poursuivit Ambre, et qu'une fois en Europe, nous puissions nous servir des églises pour envoyer des messages jusqu'ici. Matt se souvenait de leur expérience dans une autre église, presque 5 mois plus tôt, les voix dans les Bibles. Vous aviez déjà identifié des décédés? Plusieurs, oui, confirma Tania. En fait, quand l'église s'anime, il suffit de tourner les pages d'une Bible pour tomber chaque fois sur un fidèle différent. Beaucoup s'expriment dans des langues étrangères, mais il y a pas mal d'Américains, et l'essentiel de notre mission jusqu'à présent a été de localiser quelqu'un qui était venu dans cette église. Et vous avez trouvé? S'enthousiasma Matt. Tania eut un sourire et pivota vers Jen. Jen a fini par discuter avec un homme d'une église de Saint-Louis qui n'est pas loin et lui a parlé de Gazéville. C'est comme ça qu'elle s'appelait avant. On se disait que les deux églises n'étaient pas éloignées. Peut-être que l'homme pourrait nous aider à localiser un esprit proche géographiquement. Ça n'a rien donné, parce que les esprits sont assez peu curieux et serviables. Mais en revanche, Jen s'est rendu compte de quelque chose de très précieux. Jen enchaîna. Quand tu ouvres une Bible, si tu te concentres sur toi, sur ta personne, ton emplacement, ta culture, tu contactes plus facilement des gens qui parlent notre langue et surtout qui fréquentent des églises très proches. Je suis certain qu'avec un peu de persévérance, on peut accéder directement à un fidèle de cette église, par exemple. Et quand tu discutes avec quelqu'un en ouvrant une page, si la semaine suivante tu reprends la Bible à la même page, tu tombes sur la même personne? Demanda Matt. Non, rien n'est figé. Les esprits sont perpétuel mouvement. Les Bibles ne sont, je crois, qu'un transmetteur, un peu comme un combiné de téléphone. C'est à toi de te connecter au bon numéro. Pour l'instant, ça appelle un numéro au hasard, mais en se préparant bien, on peut pouvoir composer celui qu'on veut, mentalement. Matt se tourna vers l'entrée, où Floyd restait debout sous l'éclairage tamisé de sa lanterne. Tu ne te joins pas à nous? Non, je suis là pour la sécurité de tout le monde. Se balader en dehors des remparts d'Éden la nuit, ça n'est pas très sûr. Je préfère garder un œil sur ce qui se passe à l'extérieur. Les 5 bancs concernés par l'expérience s'assirent sur les premiers bancs, une Bible à la main, leurs petites lanternes posées à leurs pieds, et attendirent. Jen et Ambre étaient concentrés, les paupières closes. Après 1 heure, Matt se pencha vers Tania. Les yeux de la grande brune pivotèrent sous sa frange comme ceux d'un hibou. Ça peut durer longtemps, chuchota le jeune homme. Toute la nuit, parfois il ne se passe rien du tout, parfois ça n'arrête pas. Un long grincement les fit alors sursauter. La porte de la sacristie s'ouvrait lentement.
sa nuque. Il brandit sa lanterne en arrivant sur le seuil d'un couloir étroit et découvrit un mur de ronces noires qui lui barrait le passage. Bon, au moins personne ne peut passer par là, dans un sens comme dans l'autre, dit-il pour lui-même. À cet instant, toute l'église s'illumina brièvement. Un flash intense crépita depuis le tabernacle et toutes les Bibles s'ouvrirent en même temps, les pages défilant à toute vitesse, tandis que des centaines de murmures se télescopaient. Plusieurs flashs jaillirent, puis des voix résonnèrent à l'unisson dans toute la nef pour entonner un chant religieux, presque aussitôt interrompu. Matt vit que Jen et Ambre gardaient les paupières closes, concentrés sur leur mission, repliés sur eux-mêmes. Puis les flashs cessèrent, et il ne resta que les murmures, tout doux, comme des dizaines et des dizaines de personnes, se parlant tout bas, sous les bancs. Matt retourna auprès de Tanya et Ali et ouvrit une Bible au hasard. Une voix plus distincte que les autres se mit à lui parler dans une langue qu'il ne connaissait pas. Il tourna les pages et plusieurs personnes se succédèrent jusqu'à ce qu'il tombe sur un accent anglais. « Vous m'entendez » demanda-t-il. « Oui. Qui parle ?»« Moi, Matt Carter. Je suis Jeanne de Southampton. Et vous êtes à Southampton ? Je l'ignore. Où êtes-vous alors ? Je ne sais pas, tout est noir. » Matt se souvint de sa première expérience. Les esprits n'avaient plus la notion du temps, ni de l'espace. Ils paraissaient flotter dans l'éternité. « Il y a d'autres personnes avec vous ? » demanda l'adolescent. « Je crois. Vous pouvez leur parler ? Peut-être je n'ai pas essayé. Allez-y, tentez le coup. Pour dire quoi ? Quoi ? Je ne sais pas ce que vous voulez. Par exemple, demandez comment s'appelle la personne la plus proche. » Il y eut un silence de plusieurs secondes, puis la voix de Jeanne de Southampton revint. « Il y a Archie de Southampton avec moi. Et c'est tout. Je n'ai pas demandé aux autres. Eh bien, posez la question. » Jeanne se tut un instant. « Melinda de Southampton, Jeffrey de Southampton, Ned, Clarisse de Southampton sont là aussi. Et il y en a d'autres encore. Est-ce que vous pouvez sentir des gens qui seraient beaucoup plus loin ? Oui, il y en a beaucoup plus loin. Essayez de vous adresser à l'un d'entre eux. Je viens de le faire. Avec pitié.
Vous y êtes déjà allé? Je ne sais plus, je crois, peut-être, mais je connais. Ils n'ont plus de mémoire. Quand on les sollicite, seules des bribes remontent, mais ça ne dure pas. Matt hocha la tête. Il se souvenait de cette particularité des morts. De son côté, Jen insistait. Et il y a quelqu'un de Gazéville autour de vous maintenant? Je l'ignore. Vous ne pouvez pas chercher, demander. Je ne sais pas. Jen referma la Bible en soupirant. Ça m'énerve, soupira-t-il. Il faut tout leur dire et ça peut durer des heures. J'y étais presque. Mascouta est tout près. Ali lui désigna Ambre du menton et Jen se tut pour la regarder. Ambre ouvrit sa Bible, gardant les paupières fermées. Je suis Ambre d'Éden, en autre monde. Qui êtes-vous? Je ne connais pas Éden, répondit une voix féminine. C'est normal, fit Ambre sur un ton posé, rassurant. C'est une nouvelle ville. D'où êtes-vous? Je suis Patricia, de Gazéville, dans l'Illinois. Tous les bancs de l'église se regardèrent avec un sourire de triomphe. Le premier palier était franchi. Restait à présent le plus difficile. Ambre se lança sans plus tarder. Patricia de Gazéville, j'ai besoin de votre aide pour contacter quelqu'un comme vous, mais beaucoup plus loin. Pouvez-vous m'aider? Je ne sais pas. J'ignore comment faire. Il faudrait que vous passiez le message autour de vous. Il faudrait dire à tous ceux qui sont là que vous cherchez Jeanne de Southampton en Angleterre pour qu'elle puisse repérer mon message, répéter mon message. Et quel est le message? Qu'Ambre va bien et qu'elle s'apprête à partir pour l'Europe. Il faudrait qu'elle répète ce message à Matt. Vous pouvez le transmettre? Je vais essayer. Je vais le faire passer autour de moi. La voix dans la Bible se tut. Ambre se tourna vers ses amis. Tu avais raison, Jen. En se concentrant énormément, ça marche. Tu as activé le cœur de la Terre pour y arriver? Non, bien sûr que non, Matt. Tu es toujours en contact avec Jeanne de Southampton. Matt approuva d'un signe. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, murmura Ali. Si ça marche, vous pourrez nous donner des nouvelles une fois en Europe. Il faut que ça marche, insista Tania. Il le faut. Sans communication, ce voyage pourrait ne servir à rien. La voix de Patricia de Gazéville résonna à nouveau dans l'église. J'ai passé le message à tout le monde autour de moi. Merci Patricia, répondit Ambre avant de déposer délicatement la Bible sur le banc, sans perdre la page. Maintenant les amis, il n'y a plus qu'à attendre. Ce qu'ils firent pendant toute la nuit. Régulièrement, Matt demandait à Jeanne de Southampton si elle avait un message pour lui, mais Jeanne ne comprenait pas et la conversation s'arrêtait là. Puis, tous les murmures s'interrompirent à l'approche de l'aube. Cette fois, c'était terminé. Les bancs avaient somnolé et ils rentrèrent à Éden un peu abattus et très fatigués. Tout n'était pas perdu, ils le savaient, mais il y avait encore beaucoup de travail et ils devaient
envoyer un message depuis l'Europe. Je ferai tout pour que nous le trouvions. Bien des espoirs reposaient dans ces petites bibles, dont celui de ne pas rompre le lien avec les leurs, car tous ceux qui partaient savaient que c'était peut-être pour un aller sans retour. Personne ne se faisait d'illusions. Ils s'en allaient par-delà l'océan, vers des terres inconnues, pour plusieurs mois, peut-être des années. Et même s'ils devaient revenir un jour, ce serait en adulte. C'était probablement ça, le pire. Chapitre 4. Une question de point de vue. Une armée entière occupait la plaine à l'est d'Éden. Des dizaines de chariots remplis de balles fermées par de la corde, de coffres en osier, de caisses en bois, prêts à être tirés par des mules, dessinaient un second rempart à la cité des Pans. Près d'une centaine de chiens de la taille de chevaux formaient la cavalerie, et le millier de volontaires sélectionnés pour traverser l'océan commençaient à se rassembler, leurs affaires dans le dos. La plupart étaient armés de petites lames, de hachettes, parfois de gourdins hérissés de piques. Le voyage jusqu'aux côtes allait être long, et tous s'attendaient à affronter des dangers sous une forme ou une autre. Au final, le plus difficile était de ne pas savoir ce qui les attendait en Europe. Ils ignoraient s'ils partaient pour mener une guerre, une longue exploration ou pour entamer des relations diplomatiques avec un nouveau peuple. Personne ne savait même si la tempête avait frappé là-bas, s'il y avait des survivants, et si les Pans et les Matures sur place vivaient en harmonie, ou s'il s'agissait encore de cyniques, des adultes sans mémoire, cruels et belliqueux. Matt chevauchait Plume, et il trottait à bonne distance du grand rassemblement, dominant la plaine depuis le sommet d'une longue colline. Tobias était à ses côtés, sur Gus le Saint-Bernard. C'est plus long que je ne le pensais, déplora Matt. Beaucoup de monde, beaucoup de matériel. Nous serons prêts d'ici une bonne heure, je pense. Il va falloir instaurer un système de messagers pour faire circuler les ordres depuis la tête du convoi jusqu'à l'arrière. Je vais m'occuper de ça avec Floyd. On se servira de la cavalerie canine. En tout cas, nous ne passerons pas inaperçus. Est-ce un problème? La bonne nouvelle, c'est que ça devrait suffire à repousser la plupart des prédateurs. La mauvaise, c'est que n'importe qui pourra suivre nos traces. Tu penses à qui? Nous n'avons plus d'ennemis, maintenant. Nous avons toujours des ennemis, Toby. Pourquoi on ne fait de mal à personne? Nous prenons de la place. Nous sommes certainement jalousés par certains, et parmi les matures, des gens pensent encore que le buveur d'innocence avait raison, que l'alliance avec les Pans est une mauvaise idée, que nous devrions être leurs esclaves. Il y a les gloutons. Personne ne sait à quel point ils se sont développés. Nous savons seulement qu'ils vivent à présent en tribus sauvages. Sans compter les tourmenteurs en Anthropia. Rappelle-toi ce qu'ils ont fait des Pans de fort punition.
dessus. S'il n'est pas fou, à l'heure qu'il est, le buveur d'innocence vit loin, très loin au sud ou à l'ouest, terré dans son trou. Avec lui, on ne sait jamais. C'est pour ça que j'ai demandé à Zélie et Maëlys d'être très prudentes à la forteresse de la passe des loups. Elles vont être vigilantes et elles peuvent compter sur le soutien de Balthazar. C'est un bon point. Plume ralentit pour grimper sur un petit éperon rocheux qui dominait toute la plaine, et Gus la suivit. Une fois en haut, Matt et Tobias découvrirent une vue à couper le souffle. Au-delà de la plaine et des palissades, ils pouvaient admirer tout Éden. Ses toits pendus, les toiles tendues entre certaines maisons pour former les bazars, le grand pommier au centre, le fleuve d'argent qui passait au milieu, les vergers, les bois, et même la colline de l'amphithéâtre qui rappela de mauvais souvenirs à Matt. Elle va me manquer, fit Tobias. Je m'étais bien habitué à notre vie ici. Pas toi. Tobias observa son ami qui contemplait le paysage d'un air indéterminé, sans mélancolie apparente. Non, pas toi, comprit Tobias. Tu es dans l'action, tu as tout le temps besoin de bouger. Le monde le réclame, il y a encore tant à faire pour que nous y fassions notre place. Ça ne te fait pas peur, jamais tu ne te demandes ce que tu feras quand on aura tout exploré, qu'on sera enfin tranquille, en paix. Il faudra plus qu'une vie pour cela. Matt tourna la tête vers Tobias et lui adressa enfin un sourire complice. Nous, ajouta-t-il, nous sommes les pionniers. C'est à nous de préparer le terrain pour les générations à venir. Tobias hocha les sourcils, pas très enthousiaste. Génération à venir, ça signifie grandir, devenir adulte, avoir des enfants. Je ne suis pas sûre d'en avoir très envie. Matt ricana doucement. Attends un peu qu'une jolie fille t'ensorcelle et tu verras. Ouais, si c'est ça tomber amoureux, alors j'ai pas envie. Matt sourit. Les deux compagnons observèrent la marée humaine qui se déversait peu à peu dans la plaine. Puis, avant de repartir, Tobias demanda: à ton avis, ça va nous prendre combien de temps pour rejoindre la côte? Il faut compter plus d'1 mois de marche. Tant que ça, et la traversée de l'océan. Ça, je l'ignore, peut-être autant. T'as pas peur de ce qu'on va découvrir là-bas? Si, un peu. Mais nous avons un objectif. Les autres cœurs de la terre, murmura Tobias. Les 2 autres, oui. Tu crois qu'Ambre peut les assimiler sans risque? Je l'espère. Quand j'y pense, je me dis que c'est tellement d'énergie que j'ai peur qu'elle n'explose. Matt se mordit à les lèvres. Il n'aimait pas cette idée, même s'il devait bien avouer qu'il y songeait souvent lui aussi. Quand il voyait toute l'énergie que représentait déjà le cœur de la terre
ce qu'on fait n'a pas de sens. Kaggle a cherché par tous les moyens à capturer Ambre pour ce qu'elle abrite. C'est donc qu'il le veut, pas qu'il le craint. Il faut faire confiance à Ambre. Elle a senti que le cœur de la terre faisait peur aux tourmenteurs. C'est une énergie colossale. Si c'est nous qui l'utilisons, peut-être qu'on réussira à détruire Kaggle. Mais s'il atteint avant nous, il assimilera l'énergie source, comme il l'appelle, et c'est lui qui deviendra plus puissant encore. Alors nous serons condamnés. Tobias laissa échapper un petit gémissement. Il n'aimait pas du tout cette idée. Si les choses tournent mal en arrivant en Europe, poursuivit Matt, nous formerons un petit groupe pour nous concentrer sur notre mission, pendant que tous les autres géreront la situation diplomatiquement ou militairement. Mais si nous ne rencontrons aucun obstacle, alors nous débarquerons tous. Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à un périple éprouvant. Surtout, on ne se sépare pas, toi, Ambre et moi. Si nous restons ensemble, on peut tout réussir, pas vrai? Tobias guettait l'assentiment de Matt avec une pointe d'anxiété. Il avait besoin d'être rassuré. Ce voyage lui faisait peur. Matt hocha la tête. L'Alliance des Trois, dit-il. L'Alliance des Trois, répéta Tobias. À moins d'1 kilomètre de là, à l'orée d'une immense forêt, un chariot bâché attendait, entouré de plusieurs chevaux sellés. À l'intérieur, dans la pénombre, un homme tout sec à la fine moustache blanche se redressa après avoir donné une petite tape amicale sur la joue d'un adolescent qui ne broncha pas. Ses petits yeux brillaient d'une malice et d'une perversité malveillante. « Je vous alimenterai avec soin pendant tout le voyage, dit-il. Allez, allonge-toi dans cette caisse. » Le garçon obéit et s'étendit sur la couverture, dans ce qui ressemblait à un cercueil. À côté de lui, dans une boîte similaire, une adolescente attendait également, sans dire un mot. L'homme fit craquer ses cervicales en se tordant le cou et fit face aux deux hommes qui l'accompagnaient. Deux matures, sombres, dont l'un arborait l'aiguillon du roi Balthazar. Ne restez pas plus longtemps. Je ne veux surtout pas que les gamins d'Éden vous remarquent. Foncez auprès de Colline et notre flotte. Dites-lui que je rejoins le convoi des gamins comme prévu. Nous communiquerons par le biais des oiseaux. Maître, vous n'allez pas vous frotter tout seul aux gamins quand même. Le buveur d'innocence se fendit d'un rictus grotesque. Vous me prenez pour un idiot. Il passa la main sous la chemise sale de l'adolescent et saisit l'anneau ombilical planté dans son nombril pour le tourner dans la chair de son esclave. Le garçon eut à peine un froncement de sourcils sous la douleur, et soudain le buveur d'innocence devint flou avant de rapetisser. En une seconde, il se transforma et prit les traits du garçon. Seuls ses vêtements d'adulte le trahissaient encore. Apprends à te servir
la voix de l'adolescent. Les deux soldats étaient stupéfaits. De la magie, dit le premier. Non, l'altération des gamins, corrigea le buveur d'innocence. Ce garçon, ainsi que la fille, ont la faculté de me donner leur apparence. Je pourrais ainsi passer de l'un à l'autre sans me faire remarquer. Ça veut dire que pendant tout le voyage, vous n'aurez plus votre vrai visage. Tant que je nourrirai ces deux-là, je serai eux. Personne ne le saura. Je vais cacher leur caisse bien à l'abri dans les cales du navire. Tout seul, c'est un peu risqué, non? J'ai un espion parmi les gamins. C'est comme ça que je sais ce qu'ils font. Allez, partez. Il faut que je mette des vêtements à ma nouvelle taille. Les deux hommes soulevèrent la bâche à l'arrière du chariot et sautèrent pour en sortir. Vous serez à bord de mes 3 navires, rappela le buveur d'innocence. Non loin de moi, je ne serai pas vraiment seul. Et pour les messagers que vous avez envoyés au nord, comment vont-ils nous retrouver? Oui, si l'être qui vient du nord, dans la brume, souhaite prendre contact avec nous, avec vous, comment ferons-nous? Insista le second. Si les émissaires que j'ai expédiés là-haut ne sont pas morts depuis le temps, ils sauront où aller. Ils connaissent nos plans. Ayez confiance, mes amis. Votre maître a tout prévu, tout. Les deux cyniques grimpèrent sur leurs chevaux et adressèrent un salut respectueux à l'adolescent qui les toisait. Bien, dit-il, nous serons en Europe, et là, je saurai faire ce qu'il faut pour trouver de nouveaux alliés. Soyez rassurés, nous vivons de sombres heures, mais bientôt nous serons à nouveau en position de force. Et cette fois, je ne laisserai pas un seul gamin m'échapper. Pas un seul. Les deux soldats approuvèrent, galvanisés par cette idée. Je vais commencer par décapiter l'ennemi, ajouta le buveur d'innocence. Pendant cette traversée de l'océan, je vais me débarrasser des 3 têtes pensantes. Les soldats se regardèrent. L'adolescent devenait effrayant. Il y avait un enjeu personnel là-dessous, une affaire à régler. Cela ne faisait aucun doute. Ils éperonnèrent leur monture et s'élancèrent à travers les fougères en direction du sud. L'heure de la vengeance allait sonner. Pour tous les cyniques qui ne se reconnaissaient pas en Balthazar, tous ceux qui rêvaient de réduire les pans en esclavage, tous ceux, enfin, qui considéraient les enfants comme une menace. Il était temps de s'insurger, de suivre le buveur d'innocence. Lui seul pouvait les mener à la victoire. Chapitre 5. Sur la route. Le plus impressionnant, c'était la poussière que soulevait le convoi. Une ligne de fumée brune qui s'élevait haut dans le ciel et tirait sur plusieurs centaines de mètres avant de se dissiper progressivement. Longtemps après le passage du dernier chariot, presque 1 kilomètre séparait la tête, constituée du gros de la cavalerie canine, de la queue avaient ses marcheurs et les dernières carrioles qui transportaient les vivres. À l'avant, Matt, Ambre et
vote avait été organisé à Eden pour choisir, parmi les volontaires, un garçon et une fille qui représenteraient tout le monde, investis de la pleine confiance de tous. Clara et Archibald étaient sortis du lot parce qu'ils étaient populaires, animés de la plupart, aimés de la plupart, sages au quotidien. Ils avaient tous deux 16 ans, ce qui était jeune en soi, mais pour les pans, c'était l'âge de raison. Juste ce qu'il fallait pour être plus sérieux qu'un enfant, et pas assez mûr pour devenir immature. Clara avait davantage de responsabilités humaines. La charge de gestion des équipages, des conflits internes, de l'organisation, tandis qu'Archibald assurait la logistique, les mouvements. Mais pour les questions militaires, tant que l'Alliance des Trois était présente, Clara et Archibald en référaient essentiellement à Matt. Lui demanda son avis chaque fois qu'un danger était repéré par les éclaireurs. Il le savait, leur véritable rôle prendrait tout son sens lorsqu'ils atteindraient les côtes européennes. Pour ce qui touchait à la diplomatie, tous deux étaient mandatés pour parler au nom du peuple pan dans son ensemble, et cette énorme responsabilité pesait sur leurs épaules. Clara était aussi brune, et Matt de peau qu'Archibald était blond et pâle. Elle était capable de colère là où lui demeurait flegmatique. Elle avait une vision d'ensemble des problèmes, quand lui décortiquait une question à la fois. Mais de fond en comble, tous deux parlaient plusieurs langues, s'entendaient à merveille, se montraient patients et à l'écoute. Ils formaient un duo rassurant et équilibré. Le midi du 5e jour de voyage, un énorme Terre-Neuve approcha par l'avant du convoi en galopant. Son cavalier, un pan du nom de Devon, s'arrêta à la hauteur de Matt. Nous avons repéré une colonie de gloutons droits devant, à environ 3 kilomètres. Combien sont-ils? Plusieurs centaines. J'en avais jamais vu autant à la fois depuis la guerre. Matt serra les poings. Malheureux s'était d'autrefois parvenu à rassembler bon nombre de tribus de gloutons en leur offrant de la nourriture, en se comportant comme un dieu qu'ils avaient servi, aveuglement jusqu'à se jeter dans la bataille contre les pans. Ils étaient tous morts, ou presque. Les survivants étaient retournés dans leur tribu pour ne plus approcher les adultes, et depuis, plus personne n'avait entendu parler d'eux. Les savoir à nouveau rassemblés en si grand nombre n'était pas bon signe. Les gloutons commençaient à comprendre que l'union faisait la force. Nous sommes tellement nombreux que ça devrait les dissuader d'attaquer, intervient Tobias. Pas sûr, répliqua Matt. Les gloutons sont parfois très bêtes, au point de ne pas savoir se retenir s'il leur vient l'envie de nous planter sur des pics pour nous rôtir ce soir. Ce serait préférable de les contourner. Ça signifie passer le long d'une immense forêt, rapporta Devon. Un gros détour. D'après les longs marcheurs qui m'accompagnent, au moins une semaine de plus. Matt soupira. Il savait que le temps leur était compté, avec la menace d'Anthropia qui fondait sur Eden. Merci Devon, je vais en informer
déjà les ennuis commencer. Les gloutons s'étaient amassés sur le bord de l'ancienne route que les bancs empruntaient pour gagner l'océan Atlantique. Ils étaient environ 300, grands, larges, gras pour certains, et puissants, couverts de pustules, la peau flasque tombant sur le visage, le regard vide. La plupart brandissaient des bouts de bois en forme de gourdin, d'autres des pioches ou des pelles rouillées. Les premiers avaient manifesté des signes d'agressivité qui s'étaient aussitôt dissipés lorsqu'ils avaient découvert que ce n'étaient pas 3 ou 4 adolescents qui trottaient sur le dos de leur chien géant, mais une bonne trentaine, suivie par près d'un millier de pans, escortés de toutes parts des cavaliers canins. Les archers, au milieu de tout ça, ne se cachaient pas, flèches encochées. Il ne manquait plus qu'à bander l'arc et viser. Alors les gloutons baissèrent les bras et se mirent à observer cet improbable défilé militaire. Chacun se toisait avec méfiance. L'air était électrique. Il aurait suffi de pas grand-chose pour que la confrontation silencieuse ne dégénère. Pourtant, le convoi passa, sans qu'un cri résonne, sans qu'une arme soit levée, dans le plus grand silence. Le soir même, Archibald demanda qu'on avance encore durant 2 bonnes heures, afin qu'un maximum de distance sépare le bivouac des gloutons, et personne ne trouva à redire malgré la fatigue. La majorité des bancs n'avaient pas l'habitude de marcher autant. Ils avaient les pieds douloureux, des ampoules énormes. Matt et ses amis le savaient, eux. Le pire serait bientôt les crevasses sous la plante des pieds et les crampes dans les mollets et les cuisses après 10 jours de marche. Mais tous y feraient. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait avancer à tout prix. Chacun y allait de son bandage, de ses pansements et ses pommes d'herbe séchées ou de miel. Le dernier soir de la première semaine de marche, Ambre s'approcha du feu où Matt, Tobias, Floyd et Jen s'étaient regroupés. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » fit Matt en se poussant pour lui laisser une place. « Bah moi je tombe de fatigue, » avoua Tobias en se levant. « Je vous laisse en amoureux. » « Ouais, très bonne idée, » intervient Floyd. « Moi aussi, » ajouta Jen. En l'espace de 10 secondes, Matt et Ambre se retrouvèrent seuls. « J'espère que ce n'est pas moi qui les ai fait fuir, » s'étonna Ambre. Matt ne dissimula pas son amusement. Non, je crois qu'il voulait seulement nous laisser un peu tous les deux. Je m'entretiens beaucoup avec Clara. Elle n'arrête pas de me poser des questions sur ce qu'elle devrait faire quand nous serons arrivés là-bas. Et tu lui réponds quoi? Que je n'en sais rien. Je ne sais même pas ce qui nous attend. Mais nous parlons de tout et de rien. Et je crois que ça lui fait du bien. Tout le monde est anxieux, c'est normal. Tu l'es aussi. Bien sûr. Tu ne le montres pas beaucoup. Matt haussa les épaules. Tu me connais, je n'exprime pas toujours ce que je ressens. Ambre posa sa main sur celle de Matt. Je sais que pour Alice c'était au vrai Matt, là,
dit-elle en posant un doigt sur le cœur de l'adolescent. Il faut le mettre en confiance. Il faut un peu de temps chaque fois. C'est vrai. Matt était conscient d'être le plus renfermé des deux. Lorsqu'ils passaient un moment ensemble, Ambre était tout de suite à l'aise. Franche dans ses contacts physiques, elle se posait moins de questions, prenait l'initiative. À Matt, il fallait le temps d'adaptation pour oser, pour parler sans retenue, pour la prendre dans ses bras. C'était d'autant plus vrai lorsqu'ils ne se voyaient pas pendant plusieurs jours. Matt devait alors prendre sur lui pour redevenir naturel avec Ambre. Ne plus craindre de la froisser, ne plus avoir peur de ses réactions, intégrer qu'elle aussi voulait cette intimité. Matt serra plus fort la main de la jeune fille. Il prit une bonne inspiration pour se donner du courage, et sans rien ajouter, il pencha vers elle pour l'embrasser doucement. Ambre parut surprise, mais ses lèvres s'entr'ouvrirent aussitôt, et elle se rapprocha de lui. Leurs langues se caressèrent timidement, puis fougueusement. Matt sentit la chaleur monter en lui. Il avait comme des crépitements dans son cerveau, tels ceux d'un feu d'artifice éblouissant. Lorsqu'il se redressa pour la regarder, il la vit plus belle encore qu'il ne l'avait jamais contemplée. Ses mèches de cheveux ondulés, comme la surface de la mer au large, encadraient son beau visage. Les flammes du feu accentuaient ses reflets roux. Matt adorait aussi ses yeux, se perdait dans leurs émeraudes pendant de longues minutes, et ne se lassait jamais de la petite étincelle qui les animait quand Ambre et lui se fixaient. Elle était son point d'ancrage. Quand les choses allaient mal, il lui suffisait de songer à Ambre, et il savait pourquoi il devait se lever, agir, se battre ou prendre une décision difficile. « Je ne veux pas te perdre, avoua-t-il d'une petite voix. Me perdre? Pourquoi dis-tu ça? Il hésita, chercha comment formuler ses sentiments. Le voyage, les cœurs de la terre, Andropia, tout ça, j'ai peur de ce qui va arriver. Ce fut au tour d'Ambre de lui serrer la main plus fort. Sois confiant, le rassura-t-elle, tout se fera naturellement. Tu as déjà pris tant de risques, parfois je me demande pourquoi c'est encore à nous de poursuivre, pourquoi ne pas s'arrêter, vivre ensemble loin de toute cette agitation et laisser les autres prendre la relève. D'abord, parce que tu ne tiendrais pas en place 6 mois. Matt fit la moue. Avec toi, c'est différent. Ne te mens pas, Matt, tu as besoin d'être dans l'action. Et puis, de toute manière, la question ne se pose pas. La vie a voulu que ça tombe sur nous dès le début. Malronce et le Robert-Oden étaient les parents d'un enfant. Il fallait bien que ce soit quelqu'un. Cet enfant, et c'était toi. Tobias et moi t'avons suivi par amitié, mais maintenant nous sommes tous impliqués. Si un jour on devait raconter l'histoire des bancs, ce serait certainement à travers toi, à travers nous, parce que le hasard a voulu que ce soit tes parents à toi. Je me demande
demande souvent pourquoi la tempête a choisi mon père et ma mère. Pourquoi leur avoir donné cette forme? Le hasard, encore une fois, tout simplement. Il en fallait un, ça a été toi. Notre chance, c'est que tu as su te montrer à la hauteur, te hisser face à eux, ne pas abdiquer, ne pas être lâche, encaisser et te battre avec intelligence. À Eden, quand on parle de la tempête, on dit qu'elle n'a pas de conscience, qu'elle agit comme les globules blancs d'un organisme qu'il protège. Mais alors, comment expliquer la forme de mes parents? Je crois qu'ils ont cristallisé des courants, des symboles. Quand la tempête a concentré toute la pollution du monde pour la rejeter loin au nord et donner naissance à Andropia, elle a probablement fait de même avec beaucoup d'autres choses, comme l'inconscient collectif, les cauchemars communs de notre civilisation, nos peurs, tout ce qu'il y a de sombre, d'incompris, de non maîtrisé dans notre ancienne société. Tout ça s'est concrétisé dans la forme du Robert Houdin. Les frustrations, les déséquilibres, la colère, eux, se sont incarnés dans ta mère. Lorsque Malronce et le Robert Houdin se sont retrouvés, lorsqu'ils ont fusionné, hey, thank you, merci. Lorsqu'ils ont fusionné, je ne crois pas que ça a seulement permis à leur forme terrestre de s'unir et de se dissoudre dans une sorte d'équilibre essentiel. Je crois qu'à ce moment, nous avons aussi réparé certains excès du monde. C'est ce que je me suis dit. Je le crois. Tu n'as pas perdu tes parents ce jour-là. Tu les as sauvés. Et tu as pensé notre monde. Nous avons contribué à corriger certaines erreurs du passé. C'est aux enfants à présent de payer pour les fautes de leurs parents. Matt approuva doucement. Thank you. Quelle aventure quand on y pense, dit-il avec un peu d'émotion dans la voix. Oui. Ambre posa une main sur son ventre. Tu portes l'énergie de la terre, dit Matt tout bas. Elle était belle, même ici, loin de chez eux, après une semaine de voyage. Elle était même magnifique. Et si je te perdais dans l'affrontement avec Kegel? Ambre lui rendit son sourire tendre, plein de douceur et d'amour. Tu ne peux me perdre. Il y aura tant d'énergie en moi que Kegel sera repoussé, voire détruit. Ne t'inquiète pas. Mais Matt n'était pas dupe. Il entendait derrière les mots apaisants qu'elle n'en savait pas plus que lui, et qu'une pointe d'angoisse surnageait au milieu de son attitude protectrice. Et Ambre, qui portait le cœur de la terre, ne pouvait se mentir. Si toute l'énergie qu'elle s'apprêtait à absorber ne la tuait pas ou ne la rendait pas folle, alors il faudrait encore affronter Andropia. Il y aurait tôt ou tard un prix à payer pour tout cela, et ce serait à elle de
Le voyage depuis Éden vers l'océan Atlantique dura presque 1 mois et demi. Le convoi avançait inexorablement, malgré les maladies, la fatigue, les blessures par morsure de serpents, piqûres d'insectes étranges, ou tout simplement parce que la route leur avait mis les pieds en sang. Ils n'avaient subi aucune attaque de prédateurs. Le convoi avait certainement dissuadé toutes les créatures, mais on déplora tout de même plusieurs pertes à cause des fièvres. Leur nombre fut creusé, leurs tombes furent creusées le soir même, et on alluma des bougies à leur mémoire. Mais la caravane repartit aussitôt. Ils traversèrent des plaines immenses, où passaient des troupeaux de bisons si vastes que leur regard ne pouvait en mesurer les limites. Ils marchèrent au milieu d'une forêt de marguerites, plus haute que des immeubles, et quand les rafales de vent arrachaient un pétale, celui-ci tombait comme une immense voile de bateau, dans un feulement qui soulevait un impressionnant nuage de poussière. Ils assistèrent à de nombreux ballets nocturnes, de luminobellules, ces formidables papillons aux ailes brillantes tels des néons aux couleurs écarlates. Ils firent quelques détours pour franchir rivières et fleuves sur des ponts endommagés, recouverts de végétation, et passèrent au milieu des ruines de nombreuses villes, presque ensevelies, elles aussi sous d'épaisses couches de feuilles, de lianes, de racines et de terre. Les longs marcheurs qui guidaient la troupe firent un travail remarquable en ne perdant jamais le convoi, se guidant à l'aide de vieilles cartes froissées et de croquis dressés lors de missions antérieures. Ils privilégièrent les anciennes routes, à présent recouvertes de mousse, parce qu'elles dessinaient encore des sillons à peu près repérables au milieu des forêts et des collines escarpées. Et à 3 reprises, ils croisèrent des autoroutes de scarmés lumineux. Les petits insectes bleus filaient dans un sens du même côté, tandis que sur l'autre voie fonçaient les rouges. Une marée infinie de petites diodes qui couraient. Un bon ordre vers un destin dont personne n'en savait rien. Il était facile de savoir qu'on les approchait lorsque l'atmosphère se remplissait du cliquetis de leurs pattes. Ils ont obligatoirement une fonction, avait dit Clara, s'efforçait. On n'en trouve pas partout, sans raison. D'autant qu'ils sont gorgés d'énergie, avait rappelé Ambre. Personne ne les a jamais suivis pour savoir où ils vont. Des longs marcheurs ont rapporté que c'était un circuit fermé lorsque les scars armés arrivent au bout de l'autoroute. Alors ils passent sur la voie d'à côté et changent de couleur, tout simplement. C'est tout. S'était étonnée Clara, apparemment. Sans rien d'autre. Non, sans rien d'autre. Ils tournent en rond, si on peut dire. La première fois que le convoi les avait rencontrés, la question du franchissement s'était posée, avant qu'un éclaireur montre qu'il suffisait de s'avancer sur l'autoroute pour que les insectes s'arrêtent et laissent passer. Toute la caravane avait franchi le passage avant que les scars armés ne reprennent leur marche aveugle, comme si rien ne les avait perturbés.
personne ne remarqua l'adolescent qui, en douce, attrapa une pleine poignée de scarabées pour les enfermer dans une boîte qu'il fit disparaître dans ses affaires, à l'arrière d'un chariot bâché. Les petits insectes, eux, continuaient leur curieuse danse, inlassablement, tassés sur l'autoroute comme les fantômes des voitures d'autrefois. Autre monde conservait bien des mystères. Un matin de début juillet, le convoi perçut une différence notable dans l'air. Il y avait davantage de vent et celui-ci était plus humide, chargé d'embrun iodé. Le paysage aussi était plus vallonné que la veille, bordé de hautes falaises. C'est en parvenant au sommet d'une butte qu'ils découvrirent l'ombre au loin, une forme arrondie colossale qui occupait tellement l'espace sur l'horizon qu'elle semblait être une anomalie du regard. Tout l'après-midi, à mesure qu'ils s'en approchaient, les bancs ne cessaient de s'ébahir devant l'ampleur de cette immense tache noire. Puis, ils aperçurent l'océan, cette plaque bleutée qui tranchait les perspectives de sa linéarité. L'odeur de la mer envahit leurs narines, et surtout, ils prirent conscience que la forme noire occupait encore plus d'espace qu'ils ne l'avaient imaginé. Monumentale, elle ressemblait à un vaisseau spatial posé sur la surface de l'eau, si vaste qu'il pouvait être le fragment d'une lune échouée là. Ambre la première posa un mot sur ce qu'il voyait. Voici notre nouvelle maison pour les semaines à venir. Voici notre navire, le vaisseau vie. Près d'un millier de bancs s'étaient regroupés sur la plage et installé leur long campement pour la nuit. Non loin de là, dans une anse de la côte, des tentes formaient un cercle, et leurs occupants, des matures, assistaient à l'arrivée des bancs, impressionnés par leur nombre. Quand le bivouac fut prêt, un vieil homme aux cheveux blancs, aux joues creuses, approcha du convoi avec son escorte. Il salua Clara et Archibald et adressa un sourire franc et chaleureux à l'alliance des trois. Le roi Balthazar pointa le doigt vers l'ombre majestueuse qui occupait une partie du paysage à l'est sur l'eau. J'ai tenu parole, dit-il. Le testament de Roche est arrivé et a été livré à bord. Nous vous sommes reconnaissants, roi Balthazar. Je le remercie à Clara pour votre assistance et pour votre soutien de toujours. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir embarquer des soldats à moi? J'ai 300 guerriers solides et valeureux derrière les dunes. Ils sont tous fidèles et prêts à vous aider. Clara jeta un coup d'œil à Archibald, qui ne savait quoi répondre non plus, et chercha de l'aide auprès de Matt. Ce fut Ambre qui répondit avant les autres. C'est très aimable à vous, mais nous préférons partir seuls. La présence d'adultes à bord pourrait compliquer les choses. Je crois que personne
soyons à l'aise ensemble, et ce voyage sera un long périple, serrés les uns contre les autres. Je comprends. Pour être franc, je m'attendais à cette réponse, mais je me devais de poser la question. Merci de vous être déplacé en personne. Vous ne partez pas pour sauver seulement votre peuple, rappela-t-il, car si la menace dont vous m'avez parlé est bien réelle, alors les miens aussi. Les miens seront tous aussi en danger. C'est notre avenir à tous qui repose entre vos mains. Un homme de roi clé ne peut que venir saluer ceux qui vont mettre leur vie en péril pour sauver leurs semblables. Matt et Ambre se regardèrent. Bien des choses s'étaient passées depuis l'arrière-boutique du vieux Balthazar à Babylone. Faites un bon voyage, dit le roi, pourvu que les adultes de l'autre côté de l'Atlantique n'aient pas été aussi stupides que nous l'avons été. Pourvu qu'ils n'aient pas perdu la mémoire, rétorqua Ambre. C'est ce qui fera toute la différence. Balthazar eut un sourire triste et posa la main sur l'épaule de la jeune femme. Si tel est le cas, vous serez là, leur faire revenir, j'en suis sûr. Espérons-le. Le roi Balthazar et ses hommes se retirèrent et les bancs se tournèrent vers leur avenir. Le vaisseau Vim était si grand qu'il ne pouvait approcher trop près des côtes. Il était prévu que 3 navires, des voiliers imposants, qui pourtant semblaient minuscules dans son nombre, servira à acheminer les troupes et le matériel dès l'aube. Juste avant le crépuscule, les 3 voiliers jetèrent l'ancre à moins de 200 mètres du rivage, et une barge à fond plat quitta le premier pour cracher 3 adolescents sur le sable. La plus grande d'entre eux rejoignit le bivouac de Clara, Archibald et l'Alliance des 3. Elle avait les cheveux verts, épais et torsadés, comme les toisons des Rastafari. Ses yeux brillaient de la même couleur, semblables à des pierres précieuses, et ses lèvres ainsi que ses ongles étaient sombres, comme s'ils étaient sculptés dans le jade. Orlandia, la chloropamphile, salua les 2 émissaires, Pan, avant de se courber plus solennellement devant Ambre. Nous sommes prêts à appareiller dès que tout le monde sera à bord. Les cales sont pleines de vivres. Les carrés de culture sont ensemencés. Les réserves d'eau potable à leur maximum. Nous n'attendions plus que vous. L'acheminement du vaisseau jusqu'ici n'a pas été trop compliqué, s'informa Ambre. Seul sur la mer sèche. Sur la mer sèche, pas du tout, mais la descente a été plus complexe à négocier. On a eu quelques avaries, toutes réparées, pendant que nous vous attendions, rassurez-vous. Il est énorme, jeta Tobias, encore sous le choc de ce qu'il avait contemplé toute la journée. C'est une demi-coquille de noix qui flotte. Nous l'avons
dire Archibald. Il fait quelle taille votre bateau? Continua Tobias. Environ 800 mètres de long sur une centaine de haut et 500 de large. Waouh, ça c'est une sacrée coquille de noix, dis donc. C'est la plus grosse que nous ayons trouvée, au cœur même de la mer sèche. 8 mois de travail acharné pour la transformer. C'est notre plus belle réussite, notre joyau. Et nous sommes honorés que vous la partagiez avec nous, ajouta Ambre. C'est parce que l'âme de l'arbre de vie est en toi qu'il t'a choisi pour nous guider. Orlandia se pencha de nouveau pour saluer Ambre, puis s'éloigna vers ses deux compatriotes. Un peu plus tard, Matt proposa à Ambre une petite marche digestive. Elles firent quelques pas sur la plage. Ils virent les trois chloropamphile à genoux dans le sable, en train d'embrasser le sol. Ils disent au revoir à la terre nourricière, expliqua la jeune fille à voix basse. Tu connais bien leur rituel maintenant. À force d'aller les voir, je commence à en avoir une certaine expérience. Les chloropamphile sont vraiment très proches de la nature, beaucoup plus que nous. Ils considèrent que ce qui s'est passé avec la tempête était une action de Gaïa, l'âme de la planète. On se ressemble pas mal, c'est juste qu'ils sont parfois un peu sauvages, déplora Matt. Rappelle-toi qu'avant, ils étaient tous des enfants malades. La plupart ont vécu enfermés pendant des années, éloignés des autres, affaiblis, privés de bien des plaisirs. La tempête en a fait des êtres forts, en pleine santé. Les bouleversements génétiques qui ont lieu à ce moment les ont tous sauvés. Ce n'est pas rien. Avant, ils étaient mourants. À présent, ils vivent sur le toit du monde. Et ils t'ont accepté dans leur famille. On peut dire ça. Même si je suis toujours aussi mal à l'aise d'être une sorte d'élu à leurs yeux. Elle posa la tête contre l'épaule de Matt, et ils restèrent ainsi un long moment à écouter le bruit du ressac dans les ombres de la nuit sous un filet d'étoiles. Le voilier qui entraînait l'alliance des trois vers le vaisseau-vie était un 3-mâts tout en bois. Ils fondaient l'écume, chargés à rabord de paons et de chiens. Le vent faisait claquer sèchement ses grandes voiles. Matt se tenait à la proue, savourant la fraîcheur de l'océan qui se déposait en fines gouttelettes sur son visage. En quelques secondes, le soleil disparut totalement. Ils étaient entrés dans l'ombre du vaisseau-vie. La coquille de noix était encore plus impressionnante de près. Elle était percée de toutes parts de balcons en bois, de passerelles qui jalonnaient sa coque, d'avancées qui dominaient le vide. Ce n'était pas une simple structure rigide et fermée sur les côtés. En s'approchant, Matt remarqua les centaines de petites ouvertures en guise de hublots, et parfois même ce qui ressemblait à de longues baies vitrées dans les hauteurs. Un peu partout, des silhouettes agitées pour
Tobias se rapprocha de Matt et Ambre, pas rassuré. Le temps que Tobias rouvre les yeux, ils pénétrèrent dans les entrailles du vaisseau-vie, où ils furent séparés en petits groupes. Un chloropamphile accourait, accompagné 20 pans pour leur expliquer brièvement l'essentiel de ce qu'ils allaient être, leur nouvelle maison. Matt retint le plus important. Les niveaux les plus bas servaient logiquement de cale. À mi-hauteur se trouvaient les appartements et dans la partie supérieure tous les lieux de vie pour bénéficier au maximum de lumière. Car le principal problème à bord, c'était d'y voir clair. Le navire était si large qu'il suffisait de s'éloigner de quelques mètres du bord pour que la lumière du jour ne puisse plus pénétrer. Les chloropamphile avaient installé des lanternes en bois tous les 5 mètres dans les coursives, alimentées par la substance molle, une gelée froide qui irradiait une lumière blanche, s'activant aux vibrations des pas ou des voix. L'odeur était le plus marquant, un parfum de noix omniprésente, entêtant tout d'abord, avant qu'on s'y habitue. Matt était stupéfait par l'architecture intérieure, des rampes en pente douce, des escaliers, des monte-charges sur poulies, des couloirs partout, s'ouvrant sur de grandes salles communes qu'il découvrait depuis la mezzanine qui en faisait le tour, dominées par un lustre à substance molle, et dès qu'ils s'enfoncèrent dans le vaisseau-vie, Matt constata avec surprise que le fruit de la noix était encore présent. Les chloropamphile l'avaient creusé de toutes parts, se servant de ces vides pour créer des puits de lumière larges, parfois de 50 mètres, où l'on pouvait apercevoir les nombreux étages en se penchant et admirer les balcons, les passerelles et les fenêtres qui s'alignaient sur une centaine de mètres de hauteur. Le vaisseau vide est un trésor à lui seul. Une merveille à explorer pendant des jours et des jours. Les appartements étaient prévus pour 2. Aussi, Tobias se joignit à Matt dans une cabine munie d'un hublot pour apercevoir l'océan. Quant à Ambre, les chloropamphile avaient tenu à ce qu'elle soit près d'Orlandia, leur chef, à l'arrière du bateau, dans une suite spécialement aménagée pour elle, avec de l'espace, un véritable balcon et de larges baies laissant pénétrer le soleil. Ambre ne put refuser, malgré sa gêne, et elle installa ses affaires tout en regrettant d'être aussi éloignée de ses 2 amis. En fin d'après-midi, les 3 voiliers avaient terminé de charger les pans. La plage était vide. D'énormes poulies sortirent des flancs du vaisseau-vie et firent récupérer les voiliers pour les hisser à bord dans leurs abris au niveau des cales. Le ciel se teintait peu à peu d'oranger lorsque Orlandia vint chercher Ambre et les 2 garçons qui l'accompagnaient afin de les guider vers le pont principal. Nous allons prendre le large, dit-elle simplement. Elle les entraîna dans les coursives plus larges, empruntant de vastes escaliers sculptés dans la chair de la noix, au milieu de vastes halls traversés par des dizaines de pans et de chloropamphile occupés à leur expliquer ce qu'ils allaient devoir faire à bord. Après avoir emprunté un dédale de rampes et de couloirs,
Voici le poste de manœuvre, expliqua Orlandia. À l'avant, nous avons le poste de pilotage qui s'assure que la route est dégagée, qui établit notre position et notre trajectoire. Et d'ici, nous actionnons toute la machinerie qui nous permet d'avancer. Comment communiquez-vous? Demanda Ambre. Par le biais des trompettes nacrées que vous voyez là. Ce sont des coquillages qui transportent les vibrations du son. Si vous parlez dedans, la personne à l'autre bout du coquillage vous entendra parfaitement. Nous sommes parvenus à en assembler de très importantes longueurs, mais ils sont fragiles. C'est leur seul problème. Et comment va-t-on avancer sans Tobias? Venez, dit Orlandia en les invitant à approcher de la baie qui dominait le pont supérieur. Sous leurs pieds courait un gigantesque espace de tours, de puits, de larges terrasses et surtout d'énormes zones blanches construites avec symétrie et qui, vues d'en haut, ressemblaient à des champs de coton. Machine avant, ordonna Orlandia. Dans son dos, l'équipage actionna une machinerie et les champs blancs se mirent à frémir. Des fragments de nuages se soulevèrent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? S'émerveilla Tobias. De petites voiles grimpaient vers le ciel comme des cerfs-volants, des dizaines, bientôt des centaines. Plus elles prenaient de l'altitude, plus le vent s'engouffrait dedans et les emportait vite en haut, tirant sur les fils qu'ils retenaient au navire. Les fils se tendirent et entraînèrent d'autres voiles plus larges qui prirent le même chemin et qui elles-mêmes tirèrent sur des surfaces 3 à 4 fois plus étendues. Ce sont des pétales de fleurs géantes, précisa Orlandia. Matt se souvint des forêts de marguerites qu'ils avaient croisées, hautes comme des immeubles. De fil en aiguille, des centaines et des centaines de pétales emplirent le ciel, si nombreux qu'ils formèrent une immense masse translucide, rivalisant avec les nuages. Et le vaisseau se mit en mouvement, tracté dans le ciel par des fleurs. En route pour le Nouveau Monde, annonça Orlandia. Matt gagna l'arrière du poste de manœuvre et grimpa sur un petit balcon. Il observa la terre, ses collines, ses falaises et le tapis végétal qui couvrait l'horizon. Sur la plage, les matures s'étaient rassemblés le matin même pour assister au départ des pans. Le roi Balthazar et les siens avaient longuement salué ceux qui partaient. Ces adolescents en qui ils plaçaient leurs chances de survie. Matt les distinguait encore, petites taches noires sur le rivage blanc. Il avala sa salive avec difficulté. Ils quittaient leur territoire. Ils quittaient ce qui avait été l'Amérique. Ils emportaient avec eux leurs souvenirs et leur espoir. Je vais arrêter la lecture ici. Je reprendrai demain au chapitre 7 de Nouveaux Amis. Merci à tous ceux qui ont suivi la lecture. Merci à ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Et encore merci pour les dons et les abonnements.
Je